c'est évident. Bon, qu'est-ce que tu as pensé de Hugo tout au long de la semaine? C'était signer une mission, c'est jamais simple. Et puis c'est un beau succès pour le tournoi et pour le tennis français. Soit c'est évident, c'est évident. Après, je pense que c'est un contexte, mais toutes les années, il est venu avec, je pense, une envie incroyable de performer ici. Et on a vu qu'à chaque fois, ces crispations, dès le début de l'entrée de tournoi, lui ont été fatales par le passé. Là, il a eu un premier match où il n'était pas forcément voilà, bien détendu. Il a eu un match compliqué contre Harold, parce que c'est jamais facile. Surtout qu'à un moment, Harold a montré quand même des qualités qui étaient plus que remarquables. Et c'était un match piège. Et il fait partie de ces joueurs, quand ils commencent à s'installer et à mettre en place leur routine, on le voit, il a plus la même tête. Il a plus la même tête sur le terrain. Il a plus du tout j'ai envie de dire, les mêmes automatismes. Si on prend le match d'Harold et les suivants, la balle courte, en fait, l'attire vers l'avant et tout devient, en plus, lui qui est amateur de musique, il délivre pas une succession de notes, mais ça devient vraiment une partition. Il y a une fluidité comme ça qui, voilà, quand on regarde, tu te dis, bah, qu'est-ce qui peut lui arriver? Pas grand-chose. Et je pense que ça a été la grosse surprise aussi de Shevchenko en face, puisqu'il s'est rendu compte que bah, il le mettait devant à chaque fois dans des situations où il l'empêchait de jouer. Et quand il sert bien et puis qu'il arrive à rentrer dans les deuxièmes balles, à enlever du temps à son adversaire, il devient compliqué à battre, un garçon. Donc voilà, après son attitude, oui, un petit peu, j'ai envie de dire, allez, à l'image de certains, comme peut-être comme Nadal ou Rooney, où ils ont un certain état d'esprit en dehors du court. Et par contre, dès qu'ils sont sur le terrain et dans leur match, on voit leur physionomie et leur visage change littéralement. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il a travaillé. Le fait d'être bon gamin en dehors, donc garder ses qualités humaines joyeuses, très détendues et cool. Mais là, on voit par contre, quand il est sur le terrain, ouais, ça se ferme. Et voilà, il part en mission. Donc, non, c'est agréable. C'est agréable. Et puis voilà, après, je me rappellerai toute ma vie en 2003, quand il démarre. Déjà, le rêve, c'était qu'un joueur français gagne le tournoi. Donc, après, on en a été vite contenté par rapport à ce rêve-là. Et puis c'est vrai qu'en sortie de la finale, en discutant notamment avec Yvon et Patrice, c'est dire ça, mais si un gamin du territoire, ce serait le rêve ultime, parce que quand on s'inscrit comme ça dans des dynamiques, des passions ou autres, on voit toujours d'un point de vue symbolique ou autre, enfin me concernant, qu'est-ce qui pourrait être le plus beau. Et c'est ça en fait. C'est quoi de mieux que la transmission? Et puis là, pour les 20 ans, avoir Hugo qui... Non, mais c'est ce qu'il me disait quand il m'a vu. Il dit non, mais j'y crois pas. Je sais pas ce qui m'arrive. J'ai les jambes qui tremblent et autres. Moi, il me fait chialer, hein, mais voilà, parce que c'est... Oui, c'est une sorte d'aboutissement, parce que je trouve que c'est beau. C'est beau, un gamin qui venait là, qui était ramasseur de balles, qui traînait ses parents pour venir voir les meilleurs joueurs de l'époque. Et puis voilà, 20 ans après, il soulève le trophée. Tu as quelques souvenirs de lui, justement, jeune? Bah oui, puisque oui, moi je le connaissais pas. C'est pas Bah facile. après, il est parti. Ce qu'il y a, c'est que moi je me rappelle de lui jusqu'à une douzaine d'années. Après, il est parti, il a quitté le territoire pour poursuivre une formation qui est plus fédérale, avec bah voilà, des périodes aussi compliquées, il y a une période vers les 13, 14, 15 ans où il était, il me semble, pas mal blessé. Mais voilà, c'est un gamin qui est animé par le tennis, il adore ce sport. Je pense qu'il a essayé de jouer au tennis avant de pouvoir marcher. Et ça se ressent. C'est un vrai passionné. Donc, euh, donc voilà, il y a pas grand-chose d'autre à dire, mis à part que voilà, on sort de ce tournoi un peu plus léger et surtout avec des trucs qui restera toute notre vie quoi, en tête. Et je pense que c'est pour ça qu'on fait des tournois. Une petite question, moi, par rapport, juste pour revenir au niveau des invitations. Alors, Mhm. Maillot s'est pas mal plaint de ne pas avoir été invité, Mhm. alors que Fonini a reçu cette invitation. Mhm. Est-ce qu'aujourd'hui, vous reviendrez sur cette décision d'inviter Fonini à la place de Harold Maillot, non? Jamais de la vie. Je pense que si vous étiez venu me voir au moment où vous avez eu écho de ces choses-là, je pense que ça aurait été le bon comportement. Parce que quand j'ai un problème avec quelqu'un, ou quand j'ai une incertitude, ou quand il y a un fait, bah, la base des choses, c'est quand même d'écouter, entre guillemets, les deux parties. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pas eu de problème avec ça, puisque il a demandé des invitations, je lui ai donné, j'ai envoyé un message, je dis viens, mais discute, j'en ai pour 5 minutes. 5 minutes. Et tout sera clair entre nous deux.
Et puis c'est simplement, avant son match avec Hugo, je le croise et je me suis assis 2 secondes à côté. Je dis, mais arrête de te victimiser, il n'y a rien contre toi. Je t'explique. Par le passé, j'ai eu un engagement avec Fonini. J'étais dans la merde. Je lui ai expliqué que, ben, même si j'ai cet engagement, ça allait être compliqué. Donc, un, j'étais redevable. Deux, 3 semaines avant le début du tableau, j'ai une demande officielle de Fonini qui me dit, ah, voilà, je fais la demande pour... donc, je dis, OK, je te la donnerai s'il n'y a pas un top joueur de Bercy qui nécessite des points pour aller au Masters. Parce qu'à un moment, si à un moment j'avais de la casse, il fallait que je me garde des noms internationaux, parce qu'il faut savoir, on est diffusé dans 140, 150 pays. Et je lui ai dit, si soit à l'époque c'était Zverev ou Tsitsipas ne me demandent pas la wildcard, puisque c'était les 2 seuls, puisque tous les autres quasiment étaient chez nous ou à Sofia, donc il y avait plus. Ben, je lui ai dit, si un de ces deux-là, si je leur donne pas la wildcard, eh ben, je te la donnerai. Donc ça, c'est 15 jours avant le début du tournoi. Donc c'est un engagement. D'un autre côté, il y a Pierre Hugerbert, qui est un gamin du territoire, qui est en quart à Bergame ou autre, et qui est dans l'impossibilité, avec les vols d'arriver le soir même ici, donc de faire les qualifications. Et j'ai pris un choix à ce moment-là, sachant que, alors qu'il n'avait pas fait de demande à la Fédé ou à quiconque dans les wildcards, à l'époque il était même hors des qualifications, il y avait ma première wildcard que je lui ai donnée, c'est à lui. Après, voilà les faits. Et je lui dis, je ne me justifie pas. Je t'explique juste comment ça s'est passé. Et donc, toi, tu as une vision. Moi, j'ai la mienne. J'ai agi en connaissance de cause. Tout comme une année, Arnaud Clément, ancien vainqueur, il me dit, j'ai besoin d'une wildcard. C'est le premier Français dehors et le premier joueur dehors. Et je lui donne pas la wildcard dans le tableau. Arnaud, qui était top 10, qui avait gagné des titres, il me dit, je comprends, Julien, ça me fait chier, mais je viendrai, je ferai les qualifications et je me qualifierai. Voilà, point barre. C'est tout. Après l'histoire, on peut la réécrire. Est-ce qu'à un moment, c'est pas un mal pour un bien? Après, est-ce qu'on n'est pas aussi dans une situation où les jeunes, il faut aussi faire ses classes? Est-ce qu'à un moment, il avait... Voilà, est-ce que ces matchs de qualification lui ont pas été d'un service incroyable pour après rentrer dans le tableau et puis gagner 2 matchs? S'il y avait une wildcard, il aurait peut-être perdu au premier tour. On ne sait pas, on va pas réécrire l'histoire. Mais en tout état de cause, voilà, une position très claire. Ma position a été... Et puis sa demande, moi je l'ai jeudi, donc la veille de, voilà, il m'envoie un message en me disant, tiens, au fait, j'ai une wildcard en double, et si tu en as une en simple, pense à moi. Voilà. Et il n'y a aucun souci, puisqu'à un moment après, les choses qu'il m'a demandé pendant le tournoi, je lui les ai données. Non. Comment imaginer 2 secondes avec mon état d'esprit, mon ancrage territorial, qu'à un moment, un de mes buts, c'est qu'à un moment, un Messin, un Mosellan ou un gamin du territoire joue bien chez nous. Il faudrait être fou. Et si vous regardez dès la suite, c'est moi qui les pilote. Tout ce qu'on fait sur le quotidien, sur les réseaux sociaux du Moselle Open, c'est moi qui prends les décisions. C'est moi qui dis ce qu'on va mettre en avant. Et on a mis en avant à la fois Hugo, bien sûr, Pierre-Hugues et Harold, de façon, je pense, remarquable. Donc, à ce moment-là, je l'aurais boycotté, et puis j'aurais communiqué simplement sur mes 2 stars du territoire, qui étaient Hugo et Pierre-Hugues. Mais c'est pas ce que j'ai fait. Donc, à un moment, on voit bien dans les faits qu'il n'y a aucun problème. Et c'est ce que je lui ai dit, j'ai pas de problème. Je lui ai dit, par contre, après, effectivement, si tu as quelque chose et que tu as un ressenti et un problème, tu as mon numéro. Tu as mon numéro pour me demander une wildcard. Donc, tu as mon numéro pour me dire, écoute, Julien, j'ai pas compris ce que tu as fait. Et puis voilà, ça aurait été réglé en 2 minutes. Mais ça ne veut pas dire qu'à un moment, il ne soit pas affecté. Parce que oui, potentiellement, il était effectivement en mesure d'avoir une wildcard. Tout comme les deux Français qui étaient dehors du tableau et qui étaient devant lui. Là, eux aussi, en me disant, ça peut être vécu comme une injustice. C'est pour ça que cette histoire des wildcards, c'est quelque chose de très compliqué. C'est pas indu. Et puis il y a des situations qui font que c'est pas aussi simple que ça. Et à partir du moment où on l'explique, je pense que c'est relativement clair. Julien, ton premier rêve, un joueur français qui Mm. développe, ça s'est fait. Le deuxième, un Messin, un gamin du territoire comme tu dis qui le remporte, ça s'est fait aujourd'hui. C'est quoi le prochain rêve alors finalement? C'est qu'il regagne? Enfin, je sais pas, il faut toujours avoir de nouveaux objectifs. Est-ce qu'il y a un truc qui Ouais, c'est qu'un jeune Messin prenne ma place maintenant. Non, non, après les rêves, non. Après, on se rend compte qu'on est sur des combats qui ont un sens.
J'ai toujours cru que moi, alors, en tant qu'ancien joueur, en tant qu'organisateur, que c'est des trucs futiles ce que je faisais. Mais on se rend compte qu'avec tout ce qui se passe, que ce soit en Ukraine, au Proche-Orient, quand il y a les attentats et autres, qu'en fait non, on a un schéma de vie et une façon de vivre et se réunir. La communion là qu'on a eue aujourd'hui sur le central et tout au long de la semaine, que ce soit dans le village, dans la zone publique, on a besoin de ça en fait. C'est quelque chose de vital puisque après on a vu par le passé, il y a 3-4 ans, le nombre de déprimes, des gens qui allaient mal et qui engendrent beaucoup de choses. Donc en fait non, c'est pas si futile que ça. C'est même essentiel dans notre façon de vivre, se retrouver, partager des moments, des émotions. Et je pense que ça vaut tous les combats, ouais. Et ce tournoi-là, tant que je serai là, je mettrai toute mon énergie. Et puis comme je dis, il y a des choses qu'on maîtrise dans la vie, d'autres pas. Ben, on met l'énergie sur ce qu'on maîtrise et jusqu'à maintenant, ça m'a plutôt souri. Alors, bien, ouais, le tournoi a une belle vitalité. Alors, on sait ce qui se passe avec la Mm. LFP. Quand est-ce qu'on en saura un peu plus sur cette situation un peu paradoxale d'un tournoi Bien sûr. en réussite, qui marche bien. Ah ben, complètement, puisque en plus c'est le positionnement de l'ATP. Ce risque, bon, Bien sûr. qu'on connaît maintenant. Alors, quand est-ce qu'on en saura plus? Comment tu vois la situation? Ben, c'est les prochaines étapes. C'est des discussions de board qui vont se passer sur Turin. Donc c'est la première échéance. Donc ça va être dès demain. Dès demain, je crois que le board il se réunit ces prochains jours. Après, effectivement, c'est pas quelque chose de nouveau. On le sait très bien que à un moment, les nouveaux associés ont été agréés sous due diligence. Donc c'est avec des sous conditions. Ces conditions étaient que il n'y ait pas de conflit interne à la société. Bon, ça on le sait depuis 2 ans, donc il n'y a rien de nouveau par rapport à tout ça. Simplement que là, l'ATP nous a dit, à un moment, il va falloir quand même sortir de cette situation-là pour trouver une régularité, c'est tout. Et donc là, la situation, c'est qu'il y a des discussions qui vont être enclenchées rapidement pour trouver une issue, la meilleure des issues, sachant que voilà, le tournoi est positionné en 2024, que la proposition de calendrier 2025 va être proposée là au board et le Moselle Open et à la même date. Donc voilà, après et j'ai envie de dire, de toute façon l'ATP vote un calendrier pour 2 ans. Donc ça veut dire que potentiellement tous les tournois, pour une raison X ou Y, peuvent être remis en question. On l'a vu avec Hambourg qui a été rétrogradé. Là on a vu des tournois qui s'associent pour créer que de 250, créer un 500. Voilà, après on est dans une place dans le calendrier, je pense, qui est correcte. Certes, qui va dépendre des résultats. Mais j'ai pas forcément de grandes inquiétudes. Non. J'en avais beaucoup plus en 2016. Ouais. Tu parles de date. Il y a eu cet espoir qui a été formé d'avoir effectivement l'arbitre juste avant les Masters. Ça s'est pas provoqué. Il y a eu aussi pas mal de départs finalement dans la période de départ. L'an prochain, on repart sur la même date, la même position. Est-ce qu'on peut anticiper les choses pour essayer ou alors de toute façon ça va être chaque année le coup de dé et puis une année ça peut être incroyable parce que justement on est l'arbitre. Comment tu envisages finalement cette date maintenant que tu l'as vécu finalement? Oui, après, il y a une chose, c'est que déjà, le tableau qui a été annoncé, puis ceux qui suivent le tennis tout au long de l'année, c'était pas un tableau de 250. Même la moitié des 500 n'avait pas un tableau comme ça. Donc un cut à 50 avec 4 top 10, 8 mecs dans le top 17 ou 18. Même, voilà, les 500 n'ont pas. Donc c'était pas de la norme. Après, effectivement, j'avais fait une démarche, pas aussi par rapport aux 20 ans. Parce que oui, je suis comme ça. Si je peux faire quelque chose, et le tableau en faisait partie. Il se trouve que Alcaraz qui balance au début à Bercy, Sinner qui, parce qu'il finit tard, abandonne. On se retrouve avec, si on avait eu le top 5 en quart de finale, ça aurait fait entre guillemets des dégâts. Et automatiquement, il y aurait eu 4, 5, 6 mecs qui se seraient battus pour 2 places. Et donc la situation aurait été différente. Après, voilà, on l'a vécu même il y a 7-8 ans, quand il y avait vraiment 5-6 joueurs qui dominaient le tennis. Les mecs, ils venaient même plus jouer Bercy, parce que ça n'avait aucun sens pour eux. On l'a vécu, c'était des abandons en cascade. Donc voilà. Et puis après, il y a une autre question, et je pense que c'est une des grandes chances de notre sport, c'est la notion d'opposition. Je pense que d'un point de vue sportif, on n'a jamais eu une année aussi riche. Combien de matchs qui sont finis à 7-5, 7-6 au troisième, des matchs accrochés. Et je pense que les gens, une fois de plus, ils viennent chercher une émotion parce que
on connaît bien le tennis, et tu te rends compte qu'un mec qui joue, qui est 150 ou qui est numéro 1 mondial, moi, il faut quand même rentrer et puis être un expert pour vraiment, si on cache le visage, de dire la vitesse est la même, l'intensité est la même, techniquement, après ça joue sur des détails. Donc voilà, et moi j'ai toujours mis beaucoup d'intérêt et d'énergie sur cette notion sportive et d'opposition. Moi, j'ai jamais contractualisé entre guillemets avec un joueur simplement pour entre guillemets avoir un nom. D'abord, c'est un lien pour dire est-ce que ça rentre dans ton calendrier sportif? Oui, et puis après on discute d'autres choses, mais je faisais pas l'inverse. Et donc on a eu une semaine incroyable. On a eu deux matchs qui ont été très rapides, et puis après ben, la finale qui était à Sens Unique. Donc quasiment tous les autres matchs, les gens sortaient. Et puis donc moi je suis proche des gens, que ce soit même dans le resto, je mange dans le restaurant Orga, je vais dans le public, et donc je les croise. Et donc tous les gens ils m'ont dit que c'était incroyable. Ils étaient plus défaits pour moi en me disant ouais, j'en ai déçu pour toi par rapport au tableau. Après effectivement si on lit ce qu'il y a sur internet, bien sûr que je pense que j'aurais laissé les clés sous le tapis et j'aurais dit à l'ATP, vous rentrez, la lumière est sur la droite, moi, et puis moi je serais parti, c'est évident. Mais on a une semaine incroyable, incroyable. On fait 5 jours, on est complet. Et puis les 3 autres jours, on est rempli à 80%. On fait 48, je crois que Sophie m'a envoyé les... ah ben je l'ai là, comme ça je vous l'ai dit. 48 109 spectateurs sur la semaine. Sachant qu'en plus, par le passé, le mercredi, on avait une double billetterie. Donc, on avait la possibilité de faire 2 fois le stade, hors les VIP. Donc, on avait un potentiel de 3500 places supplémentaires. Donc voilà.